Bonjour à tous et à tous et merci beaucoup à Karim Basbouz de l'invitation ainsi qu'à l'ensemble de la Société française des architectes pour rendre possible ma présence aujourd'hui. Donc on va revenir, les années 60 ont été nommées à l'instant comme étant l'une des racines du mal et on va refaire un petit tour justement historique en fait à l'occasion de la ressortie en salle, peut-être que vous aurez eu l'occasion de le voir au début de cette année 2022 d'un film qui s'appelle Le Désert Rouge de Michelangelo Antonioni. Et donc ça va être le prétexte, un petit peu le fil conducteur de ma présentation d'aujourd'hui. Comme c'est un temps limité, je vais sans doute pas mal lire le texte et je vous prie de m'en excuser par avance, mais ce sera en fait simplement une série de comment dire, d'extraits de textes un peu plus longs qui pourra être lus plus tard. Et donc je me réjouis de participer ici à cette réflexion sur l'usure du monde à partir d'une source donc, précise. Et je vais commencer par une petite description. Donc l'idée c'était plutôt que de montrer des extraits du film lui-même, d'avoir quelques photogrammes, de rappeler très brièvement l'intrigue qui est ténue, et puis de surtout s'en servir comme prétexte pour discuter sur ces questions qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, le générique du Désert Rouge, en fait, le film s'ouvre sur une séquence générique plutôt très particulière, qui est souvent citée donc, dans les histoires du cinéma, parce qu'elle présente en fait une série de plans extérieurs. Donc je vais commencer par décrire ça. On est extérieur jour, lumière d'hiver, des taches de couleurs flottent sur un ciel gris clair aux nuances de beige, d'ocre et de brun. Des lignes sombres et floues dessinent les silhouettes d'arbres aux branches nues, puis, au gré d'un panoramique, la caméra glisse vers de fines structures verticales. Des tours métalliques flottent à l'horizon. Des masses et volumes se succèdent comme les vues d'une maquette, sans repère d'échelle. Cylindres, sphères, formes cubiques, anguleuses ou plus élancées. Le cadrage se resserre. L'image reste floue. On distingue des cheminées, des tuyaux, des courbes lisses de réservoirs, puis les portiques et les grues d'un port. Cette skyline furieuse de métal et de ciment évoque en fait les formes abstraites d'une ville, j'y reviendrai. Certains artistes nous avaient appris déjà dans l'entre-deux-guerres finalement à voir de telles infrastructures industrielles comme des paysages. On peut citer juste comme ça trois noms, Moholy-Nagy, Dziga Vertov, Germaine Krull. Mais, et c'est là que le film démarre, ne sont-elles pas aussi bien l'image d'un désert? Aucune silhouette humaine n'est visible sous le ciel enfumé où nul oiseau ne passe. La mise au point reste brouillée par des choix techniques très précis. Il y a des ondes de chaleur, des nuées de vapeur, mais il y a aussi un emploi du téléobjectif très particulier qui fait que l'image est complètement écrasée et produit cette sorte d'aplat sur lequel l'ensemble du film va jouer. Des machines qui tournent à plein régime, des frictions de matière non identifiées dominent l'ensemble du fond sonore. On a des combustions, des soufflements, des percolations, des évacuations d'eau sous pression, des jets de vapeur qui ensuite vont occuper l'image, je vous montrerai plus tard. À ce bruit éprouvant, durant le générique se superpose en fait une série de vocalises. Il y a d'autres sons qui viennent aussi, parce que c'est un des premiers films à utiliser la musique électronique. Donc tout ça, c'est en 1964, je n'ai pas précisé. Et vient se mêler donc à cet ensemble sonore un chant féminin, en fait, sans parole, issu de vocalises. Puis le sol apparaît enfin. On voit un poids lourd traverser l'asphalte d'une voie desserte de cette zone, le long d'un mur d'enceinte un peu triste. Un dernier panoramique poursuit ce mouvement linéaire jusqu'aux grues du port. Et un plan d'ensemble, toujours flou, montre un navire à quai. Fin du générique. Cette longue description, en fait, me permet de donner un premier cadrage. Je vais avoir que 4 parties, comme la prise de parole précédente, que je vais rapidement compléter avec quelques mots sur l'intrigue, mais qui, encore une fois, est extrêmement ténue. L'intrigue du film peut se dire en quelques mots, en fait. Un personnage principal, Giuliana, jouée par Monica Vitti, est l'épouse délaissée d'un ingénieur, Ugo, qui est au travail dans l'une de ses usines, où se passe une bonne partie du film. Et puis elle va rencontrer un autre ingénieur, au fond un collègue, ami de son mari, on ne sait pas tellement, qui s'appelle Corrado, et qui va passer du temps avec elle jusqu'à ce qu'il se noue entre eux une relation à peu près stérile. Mais le film, au fond, tient dans ces quelques mots. Et donc le prétexte du scénario est très mince, et cela conduit, au fond, Antonioni à répéter, à confirmer un geste qu'il a entamé dans ce qu'on appelle la trilogie des sentiments, les 3 films précédents, donc, à savoir l'Aventura, La Nuit, La Notte et L'Éclipse. Le Désert Rouge est tourné donc, à l'hiver 1964 dans en fait, la zone industrielle-portuaire qui borde Ravenne. Et à l'époque, le port de Ravenne et en fait l'ensemble du complexe industriel qui se construit autour condense, on pourrait dire, de manière très expressive les symptômes de ce qu'on peut appeler la dévastation des milieux de vie par la mécanisation, par l'extractivisme typique de cette expansion industrielle.
En effet, aux extensions successives du port s'ajoute à l'époque la découverte puis l'exploitation, au milieu des années 50, d'immenses gisements de méthane et l'installation donc subséquente d'usines pétrochimiques, de raffineries, de réservoirs, silos, entrepôts, là où s'étendait un littoral de pinèdes, de marécages, de dunes. Ce complexe industriel s'étend donc le long de 12 km qui séparent, ce que vous avez à gauche de l'image, les abords de la ville historique de Ravenne et du littoral lui-même. Je ne reviens pas sur cette histoire évidemment qui est passionnante et complexe. Ici, c'est vraiment d'aller voir à quoi ça ressemble qui est intéressant. Et on voit donc un canal, le canal de Corsini, qui débouche sur le port Porto Corsini, à 12 km à peu près de la ville. Ce développement a débuté donc dès 1956 avec, je cite, l'article de géographie dont est extrait cette image, l'installation à Ravenne d'une industrie chimique d'État qui cherchait une localisation littorale pour la production d'engrais et de caoutchouc synthétique à partir du méthane présent dans le sous-sol de la plaine du Pô. Fin de citation. Et donc cet accroissement extrêmement rapide efface complètement les milieux préexistants, presque complètement. Il bouleverse en tout cas la géographie du territoire. Autre image d'un article qui est directement contemporain du tournage du film, article français également, assez intéressant, d'un géographe qui ici fait figurer davantage, on pourrait dire, le contexte du paysage. Si vous allez voir une vue aérienne du site aujourd'hui, la grande armature, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas remise là, mais correspond après toujours à cette forme-là. Et en fait, la pollution, évidemment, du site est irréversible. Très rapidement, elle touche également l'arrière-pays agricole qui est en cours encore de bonification. Le terme de bonification étant celui qui avait été avancé par les politiques agricoles fascistes et qui ont été, comme beaucoup de choses, poursuivies ensuite. Et donc une des questions qu'on ne peut pas ne pas se poser en découvrant le film, à l'époque comme aujourd'hui, c'est comment les 115 000 habitants à l'époque de la commune de Ravenne, dont 60% sont encore à l'époque des agriculteurs, qui cultivent la plaine lagunaire, dont les habitudes sont encore proches pour beaucoup de ceux qu'Antonioni avait filmés dès 1943 dans un petit film qui s'appelait Jean du Pô, puis en 1957 dans un de ses premiers longs métrages de fiction qui s'appelait Le Cri. Comment ces personnes éprouvent-ils cette métamorphose? Alors Antonioni lui-même s'est exprimé à ce sujet lors de la sortie du film avec les mots suivants. Je cite, « Cette violente mutation du paysage naturel qui entourait la ville m'a beaucoup frappé. Il y avait d'immenses pinèdes très belles, aujourd'hui presque toutes mortes. Celles qui subsistent vont mourir bientôt pour laisser la place aux usines, aux canaux artificiels, aux ports. Il y a là en concentré un reflet de ce qui arrive partout dans le monde. » Fin de citation. Alors, pour justifier, nourrir un peu ses propos, il cite à la fois des témoignages d'habitants qu'il a rencontrés lors des repérages, et puis finalement sa propre expérience de natif de Ferrare, qui est à 50 km, où Antonioni a passé à la fois son enfance et ses années d'études et de formation. Je rappelle qu'il est né en 1912, donc à l'époque, il a derrière lui déjà on va dire, toute une expérience à la fois de cinéaste, bien sûr. Il a d'abord été un cinéaste documentaire, tout ça je le rappelle vraiment en passant. Et ce qui est intéressant, c'est que son regard en fait, va s'appuyer sur l'expérience partagée de ces lieux. Le critique Carlo Di Carlo, qui publie également dans un livre, à l'époque on faisait des livres à la sortie des films, et renchérit en disant « La nature est détruite, violée, humiliée, nous vivons dans une autre ville, le paysage a changé, le milieu a changé. » Fin de citation. Vous voyez, en termes d'usure du monde, ça va assez loin. Le paysage donc, devient une sorte de sismographe pour montrer les discontinuités brutales qui engendrent des émotions spécifiques, qui sont qualifiées à l'époque, et Antonioni utilise justement ce terme, de crise d'adaptation. C'est-à-dire, en fait, d'une profonde altération de la sensibilité de celles et ceux qui habitent ces lieux. En d'autres termes, une épreuve affective. Et ce à quoi je m'intéresse dans ce texte, c'est justement de montrer que dans le film d'Antonioni, il y a des choix de représentation qui permettent de figurer, de transmettre à nous, les spectateurs, de tels affects. Évidemment, en les transposant. Et donc l'idée, c'est de réfléchir aux enjeux de cette opération et éventuellement à ce qui pourrait en être déduit pour notre contexte, bien sûr. Les métamorphoses irréversibles du monde environnant que montre le film provoquent en effet des affections psychopathologiques, de véritables maladies que nous disons aujourd'hui environnementales. Pourtant, et là, il faut être attentif à ça. Ce n'est pas le propos du cinéaste, justement, qui ajoute à de nombreuses reprises dans des entretiens ou dans des textes, dernière citation de Antonioni pour cette partie-là, l'univers avec lequel les personnages du film entrent en conflit n'est pas celui des usines. Derrière cette transformation industrielle, il en est une autre qui intéresse l'esprit, la psychologie même des hommes. Fin de citation. Et donc, ce qu'il faut comprendre, ce que je vous propose d'essayer de comprendre, c'est comment Antonioni propose en fait une manière d'enquête, on pourrait dire généalogique, esthétique et généalogique, par le cinéma, dont la mise en scène des affects, au fond, est un moyen.
une étape, on pourrait dire. Et la question, c'est vers quelle psychologie? Qu'est-ce qu'il entend par là, hein? Et je crois que la tension dialectique qui oriente le film se pressent, se devine ici, puisque ces décors assez inouïs, ces décors non dénués de beauté, Anthony le dit lui-même, ne sont eux-mêmes en fait qu'une partie des symptômes, et non des causes, de la déstabilisation morale des personnages, c'est-à-dire de l'altération de leur forme de vie. L'effacement des pinèdes et des marais aux abords de Ravenne n'est donc pas une cause, mais une conséquence. Figure-t-il cependant cet effacement une perte sans retour du paysage hérité avec ses modes de vie anciens, ou bien l'exacerbation délibérée d'une tendance encore résistible à laquelle pourrait répondre l'invention d'une vie nouvelle dans un milieu transformé? Je crois que le désert rouge, justement, invite à dépasser cette alternative-là. C'est-à-dire que ça n'est pas une perte sans retour, ça n'est pas non plus une capacité à résister simplement. Le film, en effet, essaie d'éviter, je crois, de dissocier cette violence dévastatrice de la mutation du paysage de son contexte que je dirais anthropologique, à savoir celui d'une déprise des croyances et des attitudes morales, celle-là même qui avait façonné les paysages préexistants, et l'incertitude justement qui est en jeu se manifeste constamment dans les intentions mal assurées, les conduites tâtonnantes des personnages. En situant l'intégralité d'un long métrage de fiction aux abords d'une zone industrielle, avec une succession d'effets optiques que je vais essayer d'écrire rapidement, qui accentuent tous le flou et la fragmentation, Antonioni vient interroger la relation entre ces marques d'usure du monde et les usages eux-mêmes, c'est-à-dire les intentions, les conventions qui façonnent collectivement les milieux de vie. En faisant de ces lieux exploités et habités un paysage oppressant et désolé, mais aussi expressif, le cinéaste vient déstabiliser le spectateur en le plongeant dans les perceptions d'un personnage principal qui est aussi inadapté à son milieu social qu'à son environnement matériel. Juliana, jouée par Monica Vitti encore une fois, souffre d'un mal psychologique non identifié entre névrose, accès phobique et neurasthénie qui la paralyse, qui l'empêche d'agir. Et elle n'est pas, donc on peut dire qu'elle n'est pas au monde, elle oscille entre l'errance sans but et le besoin de trouver un appui sur des supports matériels. On la voit s'appuyer constamment sur des murs, un sofa, un lit, une chaise, voire parfois donc un autre corps. Le film vient restituer son regard, troublé dans presque chaque scène, en cherchant, je crois là, un prétexte, une recherche d'expressivité. Une autre manière de le dire, c'est que la désaffection que subit Juliana se traduit par un excès d'affect, au sens le plus large du terme, c'est-à-dire de phénomènes sensibles qui viennent modifier les corps et leur puissance d'agir, comme le dirait Spinoza. Il en résulte moins donc un discours psychologique qu'une série d'effets optiques que nous pouvons ressentir en partie avec les personnages. Ainsi, la fausse piste dans le scénario de l'accident de voiture que Juliana a subi, au fond, et de ses prétendues séquelles, devient le ressort scénaristique d'un renversement où le rapport entre cause et effet se trouble. Sa névrose se manifeste par une conduite erratique qui va jusqu'à masquer des intentions suicidaires. On peut y voir une allusion à la psychanalyse freudienne qui était si prégnante dans le climat intellectuel des années 60. Et ce qui m'intéresse ici, c'est justement le jeu entre ce qui échapperait à la représentation consciente et ce que le cinéma peut tâcher de figurer par une série d'effets audiovisuels spécifiques, bref, un langage non verbal qui serait accessible à tous. Et je crois qu'aujourd'hui, on a tendance peut-être à méconnaître un peu ce contexte des années 60 où la position d'Antonioni à ce sujet était une possible et elle occupa énormément en fait d'autres cinéastes comme Pasolini dans les mêmes années, à savoir qu'est-ce qu'on pourrait rechercher comme un langage justement qui transmettrait directement des émotions et des affects, une langue de la réalité en deçà des questions justement idiomatiques, symboliques, codifiées par des grammaires et des langages différents. Et donc le film vient déployer une expérimentation visuelle où le paysage et l'architecture, le décor, est saisi comme un champ perceptif fragmenté, débordant, qui échappe à la synthèse. Deuxième temps, donc, pour montrer ce qui est produit par cette qualification des affects, zone grise. Les formes découpées d'une usine dominent un petit groupe d'ouvriers, on est toujours là dans la scène d'ouverture du film, en fait, au-delà du générique, qu'un mur de béton tient à distance. Une femme et un enfant, on voit à droite, marchent sur un sol noir, humide et nu. Ils croisent des policiers, on voit à gauche, escortant un jaune, briseur de grève, puis les ouvriers eux-mêmes avant de s'éloigner vers un terrain vague boueux que masquent de sombres arbustes mal en point. Le contre-champ révèle un entassement de déchets industriels, matières embrasées, fumantes, carbonisées, morceaux de bâches et de bidons d'où s'écoulent des déversements suspects. Sur une toile de fond monochrome, gris anthracite, s'élève une cheminée noire, crachant en rythme saccadé mais régulier, on l'aperçoit sur l'image de gauche, des nuages de feu. On peut dire ainsi que Le Désert rouge, le film, commence là où s'achevait le film précédent, L'Éclipse,
c'est-à-dire sur un monde entièrement fait de main d'homme, mais sans figure humaine, sans drame, sans aventure. Une scène que menace, au fond, l'indifférenciation et une certaine répétition mécanique. Ainsi, le premier film en couleur d'Antonioni vient dépeindre une zone grise, à savoir un espace intermédiaire profondément altéré par la technique, qui circonscrit un milieu de vie opaque, énigmatique, mais il vient fournir aussi un fond flou sur lequel se détachent des formes colorées, en particulier les 3 couleurs primaires. Ce fond ainsi n'est ni un simple décor, ni une suite d'ambiances, mais tel l'épais brouillard qui vient envelopper la cabane où se déroule la longue scène centrale du film, le cadre matériel reçoit le rôle d'un principe actif, comme une puissance symbolique dont le référent resterait indéterminé. Une densité menaçante entoure les perceptions, les émotions et les relations des personnages, et par extension celles des spectateurs eux-mêmes. Cet arrière-plan indéfini, trop proche et aplati par un choix de focale particulier, vient colorer les interactions humaines. Alors, Antonioni lui-même écrit, dernière citation que je ferai de lui, mais il s'exprime beaucoup en fait, il est beaucoup questionné à l'époque de la sortie du film. Le film reçoit d'ailleurs, j'aurais dû le préciser, mais le Lion d'Or à la Mostra de Venise, donc c'est une grande diffusion, c'est un enjeu important, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Cela ressemble à un travail d'archéologue sur le matériel aride et dur de notre époque. Autrement dit, en tout cas c'est la lecture que je vous propose aujourd'hui, la souffrance de Giuliana est un prétexte pour explorer la contamination réciproque du monde extérieur et de la conscience perceptive. À la manière d'un instrument optique, le film rend manifeste des affects impersonnels, tels des quantités d'énergie traversant le champ visuel. À la limite du rêve éveillé et de l'hallucination, les variations de couleurs évoquent des signes de pollution dont l'origine serait inconnue, hors de contrôle. La maladie elle-même, qu'elle soit dépression, comportement suicidaire, névrose, angoisse justifiée par une vie aux horizons étranglés, est un trompe-l'œil, comme l'est la paralysie feinte de Valerio, le fils de Giuliana et Ugo. Les sentiments eux-mêmes sont un enjeu illusoire et superficiel. L'enjeu est plus vaste. Il est partageable, il est possible de le rendre justement public, il est tragique aussi. C'est celui d'une mise en visibilité des effets de l'organisation mécanisée du monde, de rapports sociaux sans solidarité ni cohérence éprouvés en commun. Le désert rouge, me semble-t-il, de ce point de vue, tranche donc doublement avec une nostalgie romantique. D'une part, ces personnages sont frappés de diverses formes de désaffection et d'inadaptation qui ne relèvent plus d'une psychologie des sentiments, mais d'une pathologie diffuse, quasiment physiologique, perception brouillée, interaction désajustée avec le monde et entre eux. Tel est donc le désajustement que l'usage si expressif de la couleur, ce sera mon 3e temps, met en relief, marquant la difficulté, voire l'impossibilité structurelle du réajustement à la réalité que les médecins ont prescrit à Giuliana. D'autre part, et ce sera mon dernier temps, tout à l'heure, l'attitude des protagonistes, en fait, est moins contemplative, si on regarde bien, que volontaire. Il y a une forme d'engagement dans un paysage, certes bouleversé par l'industrialisation, mais qui se confirme, au fond, comme un terrain de maîtrise, d'investigation, d'engagement, offrant des prises pour le regard et des désirs confus, en partie impossibles à satisfaire. Donc, d'abord, 3e temps, pour réfléchir à cet usage de la couleur. Donc là aussi, il y aurait vraiment de quoi être beaucoup plus long, je suis sélectif. Ce qui est important dans cet usage de la couleur, c'est que l'altération du paysage, je crois, vient affecter les personnages avec une force d'emprise dont la couleur, justement, vient exprimer l'intensité. C'est à travers un jeu de filtres, de manipulation chromatique des décors, de cadrages internes, que sont mis en exergue aussi les contacts plus ou moins manqués avec d'autres corps. Ce travail des couleurs vient souligner à quel point ces contacts sont frappés d'incertitude, oscillant entre l'excitation mécanique et l'anémie du désir. Les relations affectives et amoureuses, qu'elles soient conjugales, adultérines, amicales ou filiales, semblent atteintes d'obsolescence face au cours mécanisé des choses. C'est dans ce déséquilibre dû à l'écart entre les conventions morales et sentimentales du passé et le monde neuf et coloré du miracle économique que s'installe en fait le cinéma d'Antonioni depuis l'Avventura. Mais avec le désert rouge, la mise en lumière de cette tension prend une forme plus tranchée, où l'usage de la couleur joue donc un rôle central. La grisaille du paysage fournit un fond neutre aux couleurs vives des objets, architecture et vêtements. Les teintes bleues de l'appartement de Giuliana et son mari, leur pyjama entièrement blanc, accentuent la froideur impersonnelle de leur vie conjugale. Dans l'intérieur rouge de la cabane de pêcheurs noyée dans le brouillard, qui en fait est bleu à l'extérieur, on va la voir juste après, voilà, c'est à droite, se joue une scène trouble au sensualisme vulgaire et forcé. Le rouge vient ici exacerber la désinhibition relative et le vrai désœuvrement des personnages, entraînés par l'effet de groupe dans un simulacre d'orgie sans conséquence.
Les mœurs sexuelles, à l'ère du miracle économique, sont un terrain d'observation privilégié, en effet, de l'errance des conduites. Selon Antonioni, dont le propos peut rappeler ici donc ceux de Moravia ou Pasolini, bien sûr, l'embourgeoisement rapide de la société italienne provoque en effet un désarroi moral, une confusion des sentiments et des valeurs. Autrement dit, les aspirations matérialistes au bien-être et au consumérisme pourraient déboucher sur le vide, la névrose, la paralysie et la perte de sens. Mais, là encore, le cinéaste, se gardant de conclusions sociologiques, se concentre sur des effets optiques et sonores, et autrement dit sur un paysage instable. L'usage des différentes nuances et de leurs relations fait émerger des états de conscience. Il parle souvent aussi de psychophysiologie de la couleur, et à Jean-Luc Godard, qui lui suggérait, donc toujours la même année dans un entretien avec les Cahiers du cinéma, que le drame plastique remplaçait dans Le désert rouge le drame psychologique, Antonioni répondait avec malice, c'est la même chose. Autrement dit encore, l'expressivité des couleurs vient conférer au paysage un rôle invasif, à la manière de son irruption dans l'appartement même de Giuliana. On voit des bateaux qui passent très près, comme l'indiquent aussi certaines notes de repérage du film. Et donc c'est en tant qu'ensemble de conditions environnementales instables et dégradées que le paysage advient, comme succession de points de vue possibles, comme un vaste laboratoire à ciel ouvert, métaphore de la désorientation morale des humains qui l'ont fabriqué. La névrose de Giuliana n'est pourtant pas une forme d'anxiété écologique avant la lettre. Ce n'est pas d'écologisme ou d'environnementalisme qu'il s'agit, mais d'un regard sur les relations entre les personnages et leur milieu de vie, donc d'une approche écologique très humaine, d'un anthropocentrisme assumé. Et Antonioni accentue ici un effet que l'on pourrait appeler psycho-écologique. Il vient modifier les décors naturels, il vient faire recouvrir une rue entière, repeindre une forêt en blanc, repeindre une rue entière aussi en gris, couleur ciment, teindre l'herbe, brûler un morceau de prairie pour les besoins de chacune des scènes. Autrement dit, au cinéma comme dans la vie des sociétés industrielles, le monde habitable est soumis à la domination de fonctions productives. Les relations à l'air, à l'eau, au ciel ou à la terre, comme les rythmes qu'elles induisaient, sont bouleversés. À l'écran comme dans le hors-champ, l'injonction industrielle décolore les rues et les arbres. Elle teinte de gris ocré, de bleu lugubre, de vert maussade et de jaune pastel les canaux et les visages. Certaines couleurs pourraient-elles tuer ? Ces effets plastiques répondent au délitement et à l'usure des relations humaines elles-mêmes. Ils se reflètent dans les accès d'angoisse de Giuliana, affleurent sous les ternes ambitions de Corrado et Hugo, les deux ingénieurs, s'infiltrent dans les propos grivois et dérisoires de Max, l'un des personnages qu'il a rencontré, qui est propriétaire de la cabane, mais qu'il a déjà revendu au moment où la scène se joue. C'est assez intéressant. Toutes ces attitudes viennent se matérialiser et converger dans la scène de la chambre d'hôtel finale où l'adultère est consommé. Et donc, dans ces conditions éprouvantes, au fond, dernière partie sera de se demander, en citant les propos du personnage principal exactement au milieu du film, dans cette scène de la cabane, qu'est-ce que nous devons regarder ? À la fin du film, dans la séquence finale, il y a une sorte de bouclage avec la séquence d'ouverture. On voit à nouveau Giuliana et son fils qui traversent la zone industrielle et qui sortent du plan pour s'effacer et laisser au fond la caméra s'arrêter sur un entrepôt dans lequel sont entassés des bidons de plastique colorés. Vous verrez l'image dans un instant. Cette séquence finale vient donc retrouver les abords de l'usine où a débuté le film. Toutefois, il n'y a ni effondrement, ni rédemption. On pourrait dire que le paysage industriel a fait son entrée en scène, éclipsant les promesses narratives, en même temps qu'il faisait apparaître, et ce sera ma proposition de lecture, de nouvelles prises pour le regard. En effet, la vie sociale suit son cours. Les personnages du film arpentent le monde tel qu'il est, abîmé, sali, malade de son système productif, mais tenu par le désir de vivre et de voir, dans le contexte d'un bouleversement anthropologique que les formes spatiales, quand elles sont montrées de cette manière au cinéma, contribuent à rendre visibles. Antonioni a répété qu'il ne critiquait pas les formes industrielles. S'il a choisi Ravenne, qui abrite d'extraordinaires mosaïques byzantines et le tombeau de Dante, son film n'en montre que la zone industrielle-portuaire et quelques marais désolés. L'investigation prend la forme d'une interrogation abstraite. Comme il le dit enfin, dernière citation vraiment de lui, la ville du désert rouge est une ville idéale. Ce n'est pas Ravenne en tant que telle qui m'intéresse, ce qui boucle avec la première citation que je vous ai proposée, où il disait c'est un reflet en concentré du monde d'aujourd'hui. Paysage industriel abstrait, ville réduite à son idée, qu'y a-t-il alors à voir ? La question du regard est récurrente dans les dialogues du film. Giuliana, à qui Corrado demande plusieurs fois « Qu'est-ce que tu regardes ?» dit, je cite, « J'ai l'impression d'avoir les yeux mouillés, mais que veulent-ils que je fasse de mes yeux ? Qu'est-ce que je dois regarder ?» Ce qu'il reste à voir, ce sont des relations, qu'on les rassemble sous le nom de contexte, milieu, paysage ou même monde. Ces relations écologiques,
sont les conditions de vie de l'ère industrielle, nouvelles dans l'Italie de 1964, mais que nous n'avons pas fini d'apprendre à voir et à décrire. Ces relations imposent des expériences sensorielles et des états affectifs spécifiques, des formes de vie que le cinéma peut rendre visibles, c'est-à-dire publiques, partagées. Le film agit à cet égard comme un verre grossissant et peut-être réfléchissant. Le désert toxique de l'industrialisation, figuré ici par hyperbole, reste en effet habité par ceux qui non seulement composent avec ces injonctions, mais en sont les protagonistes actifs et volontaires. Le film propose en cela une épure de notre condition et de nos propres aveuglements en tant que spectateurs. L'ambition matérialiste s'appuie sur la destruction de milieux préexistants, comme le montrent un certain nombre de scènes. Mais ces impératifs fonctionnels sont aussi et surtout intériorisés. Ils guident les décisions, les discours et les conduites de la plupart des personnages, dont l'attention flotte, comme les affects et la concentration de ceux qui travaillent. Ainsi, la grisaille du paysage reflète une condition morale indéterminée. Et le désert est aussi et surtout, comme chez Nietzsche, intérieur, une métaphore du désarroi moral et de l'absence de perspective pour une action humaine dotée de sens. Pourtant, là encore, j'y insiste, n'est ni un discours moraliste, ni un jugement éthique que propose Antonioni, mais la figuration d'une réalité psychologique ou, on pourrait dire aussi, spirituelle, c'est un adjectif qu'il emploie parfois et que j'utilisera abondamment Tarkovsky, par exemple, que nous partagerions en tant que membres d'une époque, d'une même société. La vie industrielle, autrement dit, est une expérience collective, un contexte social et historique encore trop peu visible dans ses conséquences. Et la représentation artistique du paysage désarticulé du désert rouge fait voir le monde perçu comme portant les marques de la contagion des existences par les fonctionnements rigides, mécaniques que dictent les ingénieurs et industriels. Cette attitude est pourtant en même temps partagée justement par les ouvriers, employés, en passe d'accéder à la consommation de masse. Et le film montre assez clairement cette question-là, en laissant ouverte la question justement de la causalité. Ce qui est certain à peu près, disons, en étudiant le film, c'est que ce monde de la vie s'industrialise parce que et dans la mesure où nous participons activement à cette transformation. Et parce que nous n'avons pas encore appris sans doute à en voir, à en percevoir les conséquences, à en mesurer affectivement, c'est-à-dire qualitativement, les coûts. Parce qu'il reste à figurer et à décrire pour les voir, ces processus et leurs conséquences. Je propose donc de conclure avec l'idée selon laquelle, justement, Antonioni, avec ce film, a contribué à proposer ce que j'appellerais une écologie du regard. Il me reste à peu près 3 minutes, ça va être parfait. Ainsi, donc, loin de soumettre la perception du milieu industrialisé à des enjeux uniquement moraux ou politiques, le cinéaste en examine les qualités esthétiques et la force d'expression. Il fait émerger, en ce sens, sa capacité à exister en tant que paysage, à soutenir le regard attentif d'un artiste soucieux de composer avec une sensibilité ou des affects écologiques dont le cinéma de fiction n'avait sans doute jusque-là jamais tenu compte. Ce type de déplacement fait partie des conditions techniques, culturelles et perceptives nécessaires pour modifier, c'est ce que je soutiendrai en tout cas, l'organisation collective de l'expérience à terme, c'est-à-dire nos usages de l'espace et du temps. La recherche d'une lisibilité est ici un motif essentiel. Elle requiert un travail soutenu et continu de la sensibilité des affects. Et ce travail est devenu aujourd'hui, avec la montée d'abord sourde puis irréfutable des périls contemporains, indissociablement écologiques, politiques et sociaux, une nécessité évidemment de premier ordre. Or, l'art populaire, qui était le cinéma de ces décennies d'après-guerre, on a un peu oublié ça, a pu apporter des contributions dont nous n'avons pas fini, fût-ce de manière rétrospective, à tirer les enseignements. Le désert rouge contribue à une écologie du regard parce qu'il invite à tenir compte de ces conditions, sans jamais invoquer la sacralité ou la protection d'une nature quelconque, mais bien en vue de faire émerger un intérêt partagé, public, pour nos propres conditions d'existence et leurs conséquences sociales. Le cinéma d'Antonioni suggère que l'on ne peut supporter l'usure du monde qu'en s'y exposant délibérément et de manière collective, par exemple à la façon des spectateurs d'un film. Le remède, s'il existe, viendra entre autres de la discussion de perceptions communes, dont la fréquentation de cette expérience de l'usure, du délitement, et peut-être jusqu'à la fin des mondes anciens, fait partie. Nous restons en attente d'une critique de l'usure. S'y accoutumer, la regarder en face, la représenter et la décrire avec précision sont des tâches inachevées. Tels sont les premiers enseignements que l'on peut tirer de cette lecture du Désert rouge, ainsi que d'une série d'autres films qui lui sont contemporains ou réalisés au cours des 2 décennies suivantes. Chez d'autres cinéastes de ces mêmes années, en effet, comme Rohmer, dont les métamorphoses du paysage sont tournées exactement en même temps, comme Jean-Luc Godard, comme Pasolini, ou aussi chez des artistes un peu marginaux à l'époque, comme Smithson ou Mata Clark, on rencontre cette attention passionnée aux décors naturels, en particulier ceux des franges urbaines ou industrielles.
Il est remarquable que cette quête ne se limite pas à l'enregistrement documentaire. Dans certaines fictions, les vastes chantiers de l'expansion urbaine deviennent des brèches à infiltrer, comme dans Les Carabiniers ou Bande à part de Godard, mais aussi dans Deux ou trois choses que je sais d'elle, voire masculin-féminin. Ou bien ces chantiers peuvent engendrer justement des franges investies par des marginaux réticents. Et là, c'est vraiment les films de Pasolini directement contemporains de ceux-là, comme Acatone et Mamma Rome et La Ricotta, mais aussi Uccellacci Uccellini qui est tourné la même année. Une décennie plus tard, les infrastructures industrielles et périurbaines offrent des atmosphères plus proches de la ruine, dont le regard peut s'emparer pour mieux réaffecter le paysage. En 1978, Tarkovsky tourne Stalker, dont on peut estimer qu'il est en partie un remake du Désert Rouge. C'est une idée que j'ai empruntée à Sandro Bernardi. Wenders, dans Alice dans les villes, puis Au fil du temps, 74-76, transcrit lui aussi la poésie des bords de route, cette fois américains ou allemands, en arpentant les vastes espaces latents de périphérie en suspens. Enfin, Jarmusch, Day Permanent Vacation en 80, fait droit aux lieux usés, altérés jusqu'à la ruine que sécrète le New York de la fin des années 70. À la question « Que regarder ?», ces cinéastes proposent aucune réponse. C'est à même les formes visibles que l'on peut envisager le devenir incertain et menaçant des systèmes productifs. Leurs films, loin de défendre une esthétique contemplative, figurent à mon sens un désir d'échapper aux logiques et conventions dominantes au cinéma, mais ce faisant, on peut dire aussi qu'ils suggèrent de quitter les logiques de maîtrise, de croissance et de projet pour accompagner la métamorphose inquiétante des lieux habités à partir d'une attention inédite à leurs interstices négligés, non vus ou désaffectés. Ils invitent à investir les lézardes, les failles et les brèches du système productif par une écologie concrète du regard susceptible de déceler les germes de transformation et des possibilités de réemploi, voire de contre-emploi. Nous pouvons en tirer encore une formation du regard entre apprentissage technique, enquête critique et imagination créatrice. L'expansionnisme envoie peut-être d'essoufflement, engendre des ouvertures dont les paysagistes, les architectes peuvent se saisir, sans promesse de renversement, mais aux prises avec le monde usé dont nous avons à hériter, en apprenant, entre autres, à lui résister. Ce qui requiert de nous demander vers où tourner les yeux, mais aussi de penser ce que nous aurons ainsi appris à voir. Merci de votre attention.